Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire État des marchés, comment investir en septembre 2023. Je suis Diane Laramendi, directrice générale adjointe de l'INXEA et je suis entourée de Xavier de Buren. Bonjour Diane. Qui travaille chez OTA Capital, une société de gestion, Pierre Lem. Bonjour Diane. De Irbis Solutions et Pierre Garin, qui est directeur du pôle immobilier l'INXEA. On vous laisse un petit peu arriver au fil de l'eau. On a une forte taux de participation à ce webinaire, donc merci beaucoup d'être au rendez-vous. Et pas mal de questions qui sont arrivées. Alors, pour poser vos questions, là, il y a une petite fonctionnalité dans le logiciel qu'on utilise. Il y a un chat donc, qui permet une conversation tout au long de ce webinaire et un onglet qui s'appelle questions si jamais vous avez des questions précises. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, il y a eu du succès pour ce webinaire. C'est sans doute parce qu'on est face à un contexte économique assez complexe, en tout cas inédit, que Xavier va détailler plus tard, avec une inflation qui est en train de ralentir. Et suite à cette inflation, une hausse des taux d'intérêt qui a été assez forte historiquement, et il semblerait qu'on atteigne la fin de cette hausse des taux. On en saura plus tout à l'heure. Donc, on peut se poser la question, comment investir dans ce contexte particulier. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions dans le petit questionnaire qui était à votre disposition avant ce webinaire. Il y a eu pas mal de questions sur l'avenir des fonds euros qu'on a reçus. Et notamment, est-ce que les fonds euros vont battre le taux du livret A cette année? Alors, ce qui est sûr, c'est que l'avenir des fonds euros est très positif. Vous le voyez, ça fait très longtemps que le rendement des fonds en euros décroît. Et 2022 a été la première année où, en moyenne, les taux de rendement des fonds euros étaient autour de 2%. Ce que nous, on attend, c'est pour 2023 et 2024 des taux supérieurs à 3%, donc supérieurs au livret A, notamment pour les nouveaux fonds, donc ceux qui sont capables de collecter encore. Ça, c'est important, parce qu'il y avait une question notamment sur rendement, par exemple, qui est présent dans l'INXEA Avenir 1, qui ne collecte plus et qui, lui, va avoir du mal à atteindre ces 3%. Donc, il faut privilégier, si on le peut, des fonds comme Opportunité 2, par exemple, ou dans le Spirit 2, le fonds euro nouvelle génération, qui, eux, sont des nouveaux fonds en euros, qui ont énormément de collecte en ce moment, et donc qui peuvent bénéficier d'une hausse des taux d'intérêt et donc délivrer un rendement assez intéressant. Ce taux, en plus, ils vont être bonifiés par beaucoup d'offres assez exceptionnelles. Là, je parle de celle de Avenir 2, donc en cas de versement sur Opportunité 2, le taux qui sera servi en 2023 et 2024 seront bonifiés de 2 points nets si jamais il y a quand même un critère sur l'UC si jamais on met 50% en UC. Donc là, c'est assez intéressant parce que, par exemple, on peut avoir un placement qui va être même supérieur au 4.1, qui est mentionné ici. On pourra presque atteindre, à mon avis, du 5% sur Opportunité 2 2023 et 2024 avec cette offre sans risque aucun de capital et avec aussi de l'argent disponible à tout moment. Il y a aussi une offre sur Vie, donc sur le Netissima, plus 1 point. Et il y a chez Spirit, le nouvelle génération, qui est disponible à 100%, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc en fait, tout le monde, tous les assureurs essayent de collecter sur leurs fonds euros. C'est pour ça qu'ils font tous des offres pour avoir le maximum de fonds là-dessus. Voilà sur ce que je peux dire rapidement, parce qu'on va avoir beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui, mais sur les fonds en euros. Je vais laisser la parole à Xavier de Buren qui va se présenter et parler du contexte économique. Bonjour à tous, donc Xavier de Buren, je suis directeur des investissements de OTA Capital, une société de gestion d'actifs qui intervient notamment sur des produits actions.
Donc, je vais rapidement revenir un petit peu sur ce qui s'est passé depuis cet été, depuis le mois d'août. C'est vrai qu'après un premier semestre qui a été favorable à la prise de risque, qui a été favorable à la performance des actifs risqués, on a vu en août le retour de nuages qui ont un petit peu perturbé, qui ont amené pas mal d'incertitudes chez les investisseurs, qui ont été tiraillés entre les premiers signes de ralentissement de l'économie au niveau mondial, et des signes contradictoires sur l'inflation et sur les taux. Donc, je vais revenir sur les 4 points que vous voyez à l'écran. Le premier, c'est le ralentissement de la croissance sur le slide d'après. Merci. Où on a vu une croissance mondiale qui s'est affaiblie durant l'été à cause, bien sûr, du resserrement monétaire, de la baisse du commerce mondial. Et on a une activité qui a ralenti, mais à des niveaux qui ne suggèrent pas de récession. Ça, c'est très important parce que tout au long du premier semestre de cette année, on a vu un certain nombre d'économistes, de stratégistes qui soutenaient mordicus que le monde allait rentrer dans une récession forte, et ce n'est pas le cas. Alors, on a une situation qui est bien sûr qui est pas la même dans les différentes zones du monde, et vous voyez plusieurs graphiques pour l'illustrer ici. Le premier, en haut à gauche, c'est la zone euro, où on voit qu'on a une situation compliquée en zone euro. On a une activité qui ralentit, on a des indicateurs de sentiment des chefs d'entreprise qui là aussi est pas très bien orienté. Et au sein de la zone euro, on a un contraste assez fort entre, je dirais, l'Europe du Sud, on va mettre la France dedans, et l'Espagne, qui tient plutôt pas trop mal en termes de croissance, et l'Allemagne, qui est malheureusement la lanterne rouge. Je dis malheureusement parce que l'Allemagne, évidemment, est un très fort contributeur à la croissance de la zone euro. Et là, l'Allemagne est dans une situation qui est compliquée. Elle souffre de la chute de la demande extérieure. L'Allemagne fait beaucoup d'activités avec la Chine, et on le verra après, qui connaît un ralentissement assez marqué. L'Allemagne souffre également du recul de la production industrielle, notamment du secteur automobile, qui est pénalisé, mais vous êtes certainement au courant de tout cela. Et puis, il y a la baisse de la consommation des ménages, et un des indicateurs qui montre cette baisse de consommation, c'est notamment la baisse du marché immobilier. Diane l'a évoqué tout à l'heure, on a connu une hausse très forte des taux qui a pénalisé le secteur immobilier, mais on en reviendra, mais dans toute crise, il y a des opportunités, on y reviendra après. Et enfin, du côté de l'Allemagne, une autre statistique intéressante, c'est que le moral du patron et des patrons est au plus bas depuis 2008. Donc on a une lecture européenne qui est plutôt assez contrastée et mitigée. Et à l'inverse, on a le moteur américain qui résiste, et ça c'est très important parce qu'on a une vraie résilience de l'économie américaine, qui est soutenue, alors ça c'est le graphe que vous avez sur votre droite, qui est soutenu par la consommation. On a un marché de l'emploi qui est très solide, un taux de chômage qui est au plus bas historique aux États-Unis. Et donc ce marché de l'emploi qui est soutenu avec des salaires qui sont en augmentation également, ça soutient bien sûr la consommation. Vous ajoutez à cela un bon niveau d'épargne de la part des Américains. C'est vrai qu'ils ont reçu tout au long du Covid un certain nombre de chèques et d'aides de la part du gouvernement. Et puis la baisse de l'inflation est positive pour le pouvoir d'achat des consommateurs américains. Enfin, du côté des entreprises, on a la résistance de la profitabilité des entreprises. C'est-à-dire qu'on a des marges qui se tiennent bien, qui ne baissent pas et qui continuent à être au-dessus de leur moyenne historique. Enfin, il y a des plans de relance. C'est vrai que l'administration Biden, vous avez sans doute entendu parler d'un plan de relance qui s'appelle l'IRA, c'est pour lutter contre le changement climatique, et c'est pas moins de 400 milliards de dollars qui sont injectés dans l'économie américaine, et ça explique notamment la très bonne tenue du moteur américain. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de récession, la récession tant attendue n'est pas là, et au contraire, on a un moteur américain qui résiste et qui est très bien orienté dans cette situation économique qui est plutôt compliquée. Le deuxième point maintenant, c'est du côté de la Chine. On a la croissance chinoise a déçu au deuxième trimestre. On a un début du troisième trimestre qui est assez poussif du côté de la Chine. On voit que ça ralentit au niveau de la production industrielle. On a une baisse des investissements des entreprises et on a une baisse des ventes au détail. Autre point, et ça a fait la une de l'actualité économique depuis quelque temps, c'est qu'on a un secteur immobilier qui est en crise.
on a des faillites très importantes de gros promoteurs chinois et on a pas mal d'interrogations sur le secteur financier parce qu'aujourd'hui, 30% des actifs des banques chinoises sont liés à l'immobilier. Et vous pouvez le voir sur les deux graphes de gauche. Le premier en haut à gauche, c'est on a des mises en chantier des ventes au logement qui sont en chute libre. Donc ça, évidemment, ça veut dire que le consommateur chinois n'achète plus d'immobilier. En bas, vous avez la dette publique. Ça, c'est un élément aussi qui est assez important à avoir en tête, c'est qu'on a une très forte hausse de la dépense publique en Chine, et notamment des gouvernements locaux. Et c'est les deux parties, bleu clair et bleu plus foncé, et ça qui interroge notamment sur la stabilité de la dette en Chine. Vous voyez également à droite la confiance du consommateur chinois qui a vraiment chuté. Alors les consommateurs chinois ont des modes de consommation qui sont assez particuliers. C'est des gens qui épargnent beaucoup. Et le problème aussi, c'est que 60% des actifs des consommateurs chinois est de l'immobilier. Donc quand vous avez un marché immobilier qui se retourne, évidemment, le consommateur chinois fait très attention à ses dépenses et ça se voit dans la confiance des consommateurs. Et enfin, autre point important qui interroge sur le modèle chinois et sur sa pérennité, c'est qu'on a un taux de chômage, notamment des 16-24 ans, qui est en forte hausse. Donc on a pas mal d'éléments, on a une crise un peu financière, on a un ralentissement de l'économie, on a une crise immobilière et puis on a quand même une certaine crise sociale quand on voit ces taux de chômage. Le revers de la médaille qui est plutôt positif, c'est que cette situation ne peut pas rester comme ça. Et on voit qu'il y a eu déjà des premières mesures de soutien annoncées par le gouvernement. On voit une amélioration sur le mois d'août de certaines statistiques. Donc, est-ce qu'on a une stabilisation de l'économie chinoise? Il faut patienter encore pour affirmer cela. Et ce qui est certain, c'est que pour la fin de l'année, on va avoir un renforcement des impulsions budgétaires à venir de la part du gouvernement chinois. Il y a déjà des mesures qui ont été prises, notamment par la Banque centrale, en baissant ses taux, en baissant ses réserves obligatoires, et on voit certaines mesures ponctuelles pour aider le marché immobilier chinois. Donc c'est à surveiller, mais je dirais que ça se tend un petit peu et on commence à avoir des réponses de la part des autorités gouvernementales. L'autre point important qui a amené pas mal de volatilité dans la performance des actifs aujourd'hui, c'est l'envolée récente des prix de l'énergie. Vous le voyez à gauche, on a une forte envolée du prix du pétrole. Vous voyez tous les jours quand vous faites le plein de vos voitures. Mais le pétrole a repris 33% depuis début juin. Alors, comment ça s'explique? C'est qu'on a un déficit de l'offre qui est à l'œuvre. Je pense que vous avez tous vu que l'OPEP s'est réuni, et après cette réunion de l'OPEP, il a été décidé par l'Arabie Saoudite et la Russie de réduire leur production de plus d'1 million de barils. Alors, ce n'est pas tellement les chiffres, mais aujourd'hui, on a une demande de pétrole qui est au plus haut depuis 16 ans, qui est aidée par la Chine malgré son ralentissement économique, qui est aidée par mine de rien, par les très fortes accélérations du trafic aérien que l'on a constaté cet été. Et autre élément aussi, c'est que la production d'électricité à base de pétrole est aussi en forte hausse. Donc aujourd'hui, on a une demande qui est au plus haut depuis 16 ans. On a une offre disponible qui a baissé et donc on a un déficit d'offres pour la demande. Donc c'est-à-dire qu'on produit moins de barils de pétrole que ce que la consommation mondiale a besoin. L'autre graphe pour illustrer aussi ces problématiques des prix de l'énergie, c'est le prix du GNL européen, c'est le gaz européen que l'on consomme, chez nous en Europe. Et là aussi, on a constaté un très fort rebond parce que le prix du GNL européen s'est apprécié de 50% depuis ces niveaux bas du mois de mai. Donc ça a un impact évidemment très clair sur le consommateur européen, mais aussi sur l'inflation à court terme. Donc l'enjeu, c'est vraiment cette remontée des prix tirée par le prix de l'énergie. Est-ce que ça remet en cause
le scénario de désinflation? La réponse, c'est non. On a une désinflation qui se poursuit à travers le monde et c'est une tendance générale qui se confirme. Donc on le voit, c'est structurel. Vous le voyez sur les deux graphiques de droite sur cette page. L'inflation aux États-Unis, vous voyez, elle avait fortement rebondi et on a une désinflation très nette, rapide aux États-Unis. En zone euro, c'est pareil. La désinflation est moins rapide qu'aux États-Unis, mais on est sur une tendance qui est quand même très nette. Alors, un bémol à cela, c'est que vous voyez la partie, le trait rouge qu'il y a sur les deux graphiques, c'est les objectifs des banques centrales européennes et des banques centrales américaines. Vous savez que les banques centrales luttent contre le taux d'inflation et veulent qu'il soit à un niveau objectif qui est aux alentours de 2% pour la Banque centrale européenne et pour la Fed. Donc aujourd'hui, on a une désinflation qui se poursuit partout et ça, c'est vraiment très important pour la suite. C'est que malgré très court terme quelques sujets au niveau du prix de l'énergie, ça ne remet pas en cause la désinflation qui est en cours aujourd'hui. Le point suivant, c'est sur les taux. On a eu une volatilité qui a été très marquée sur le marché des taux depuis le mois d'août et qui a impacté la performance d'un certain nombre de classes d'actifs et qui a limité la visibilité des investisseurs. Je prends l'exemple, et je vous l'ai mis sur le chart de gauche, c'est le taux 10 ans qui a atteint son plus haut niveau depuis 2007. Et ça, c'est suite à la dégradation de la note américaine. Ça a été également aux différentes hausses des banques centrales que l'on a constatées et hausse des prix de l'énergie. Ce qui est très important, c'est pas tant qu'on ait atteint un niveau, le plus haut niveau depuis 2007, c'est, et vous le voyez sur la partie droite aussi, on a eu un resserrement monétaire qui a été extrêmement fort et extrêmement rapide, ça s'est jamais vu dans l'histoire. Et aujourd'hui, on est à l'aube du pic de ces taux. Ça a été d'ailleurs annoncé par la Banque centrale la semaine dernière, qui a procédé à sa dernière hausse de taux et qui considère qu'aujourd'hui, les taux vont rester à un niveau élevé, mais vont arrêter de monter. Et ça, c'est extrêmement important pour les actifs financiers. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que les banques centrales aujourd'hui considèrent que le combat contre l'inflation est en passe d'être gagné, que l'activité économique a assez ralenti et qu'il ne faut pas appuyer davantage sur l'économie mondiale et que surtout on a mis fin à 15 ans de taux à zéro, voire négatif. Et ça, c'est un changement paradigme qui est vraiment très important. Et donc, cette stabilisation des taux, certes à un niveau élevé, nécessite aujourd'hui un ajustement en termes d'allocation. Et c'est pour ça que la situation et les différents éléments que je vous ai mentionnés, ça offre des opportunités d'investissement qui semblent intéressantes pour placer son épargne aujourd'hui. Et donc, les conséquences sur les classes d'actifs, alors comme je vous le disais, il y a pas mal d'opportunités dans le marché, parce que toute incertitude à court terme, c'est de l'opportunité à long terme, mais il faut rester très sélectif et il faut profiter de ces volatilités pour rester bien diversifié et je dirais, se concentrer sur les actifs de qualité qui offrent des rendements élevés à des valorisations attractives. Du côté des actions, il faut privilégier la qualité. Il faut privilégier les entreprises qui ont de la visibilité, qui sont très peu endettées, qui ont des bilans sains, qui ont des business models qui sont très établis, qui ont un pouvoir de fixation de prix important, qui ont de la visibilité sur leur activité et qui ont une rentabilité élevée et durablement élevée. Et ça, les valeurs de qualité et de croissance, c'est dans un environnement d'économie dégradée, c'est des actions qui vont surperformer par rapport aux valeurs cycliques. Et puis, c'est des valeurs également qui ont souffert de la hausse des taux qu'on a constatée depuis plus d'un an et demi maintenant et qui, dans un contexte, comme je vous l'expliquais précédemment, où on va avoir des taux qui vont se stabiliser, c'est des entreprises qui vont profiter de la fin de cette hausse des taux. En termes d'allocation géographique maintenant, assez logiquement, il faut privilégier à court terme les États-Unis par rapport à l'Europe. Évidemment, on a un environnement économique, comme je vous l'ai expliqué juste avant, qui est bien plus solide aux États-Unis qu'en Europe où l'économie continue de se dégrader. Du côté obligataire maintenant, on est ravi
de voir le retour d'une source de rendement après 15 ans de taux zéro. Et aujourd'hui, il faut privilégier le portage d'obligations. C'est-à-dire qu'il faut acheter des obligations et les porter jusqu'aux échéances. Ça vous évitera de vous retrouver confronté à des variations du prix de ces obligations. Et surtout, vous pouvez trouver aujourd'hui du crédit de très bonne qualité, très bien rémunéré, à une valorisation qui est attractive. On peut facilement aujourd'hui construire des poches obligataires au sein de son portefeuille, de son allocation, qui vont vous rapporter 5% par an pendant 5 ans sur des crédits de très bonne qualité, ce qu'on appelle l'investment grade. Et aujourd'hui, l'investment grade, c'est les émetteurs de bonne qualité, en très bonne santé, offrent des rendements très attractifs à des niveaux de valorisation qui nous semblent tout à fait intéressants à jouer. Autant sur la partie high yield, qui sont les émetteurs de moins bonne qualité, le supplément de rendement que l'on a aujourd'hui, nous n'en trouve pas assez attractif compte tenu du risque, puisqu'aujourd'hui, en gros, le rendement des obligations high yield suggère qu'on a un taux de défaut des entreprises qui baisse, alors que, comme je vous l'ai expliqué, dans un environnement économique qui se complique aujourd'hui, on va plutôt au devant d'une hausse de ces défaillances d'entreprises. Donc c'est important d'être diversifié dans son allocation. C'est important de savoir saisir des opportunités aussi bien sur les actions que sur les obligations, mais c'est aussi important de constituer son épargne en allant aussi sur des produits d'épargne immobilier ou des produits structurés, comme on en parlera juste après. Merci beaucoup Xavier. Donc on avait pas mal de questions aussi qui étaient liées à ce que dit Xavier et à l'allocation. Alors avant de commencer sur ces questions de comment bien investir une certaine somme d'argent, il y a eu énormément de questions sur les obligations qui en effet il y a une grosse opportunité là d'investir sur les obligations. Ce qu'on va faire là-dessus, c'est soit on va organiser un webinaire, donc c'est le moment en effet de revenir sur le marché des obligations. Donc ce qu'on va faire, c'est soit organiser un webinaire spécifique sur les obligations, soit vous recevez sans doute, vous êtes nombreux à recevoir notre newsletter qui s'appelle Œil de Lynxea qui part tous les vendredis, et on essaiera aussi d'en faire une spécifiquement sur les obligations. Alors peut-être pour répondre à cette question très brièvement, à partir du moment où on va avoir une stabilisation des taux, le prix des obligations ne va plus bouger, ou en tout cas de façon beaucoup moins importante que ce qu'on a pu constater avant. Et enfin, on va sans doute avoir des taux qui vont rester stables au moins jusqu'à une bonne partie de l'année 2024. Et du côté de l'appréciation des cours de l'obligation, il faudra attendre que les taux rebaissent. Mais aujourd'hui, dans un environnement de stabilisation des taux, il faut saisir les rendements actuels proposés par un certain nombre d'émetteurs et aller jusqu'au bout. Comme ça vous garantit le rendement et vous éliminez tout risque de variation des prix de l'obligation dans vos portefeuilles. Donc si on revient maintenant à toutes les questions concernant les allocations, et on en a eu beaucoup qui sont, j'ai une certaine somme d'argent, j'ai hérité, j'ai vendu un appartement, comment dois-je investir ? Donc là-dessus, chez Lynxea, on a une méthode. On dit souvent que l'épargne, c'est pas du trading, c'est de la méthode. Si on prend une assurance vie, vous savez comment ça marche. Il y a une brique fonds euro et une brique unité de compte. Ce qu'il faut, quand on se pose la question de comment placer 10 000, comment placer 100 000 ou comment placer 1 million d'euros, finalement, la réponse va être la même. C'est à quel horizon de placement. Avec les règles suivantes, que nous, on aime répéter, plus l'horizon va être long, moins la part de fonds euros va être importante. Plus l'horizon va être long, plus le portefeuille va être diversifié. Plus l'horizon va être long, plus la part action sera importante. Et cette part action, il faut l'investir de manière étalée dans le temps. Donc ça, c'est les règles de base. Qu'est-ce que ça peut donner en termes d'allocation type ? Et si jamais vous avez besoin de plus de conseils, je vous renvoie aussi à notre service conseil qui est basé en France, où il y a tout un département qui vous aide gratuitement à construire vos allocations. Le numéro de téléphone s'affiche si vous voulez en parler de manière personnalisée. Mais au global, nous, ce qu'on donne comme règle, c'est ça, c'est que 3-5 ans, si vous savez que vous devez, par exemple, racheter de l'immobilier dans 3-5 ans et que vous ne pouvez placer cet argent que pour cet horizon de placement, alors l'objectif sera préservation de capital
et on essaiera de faire un petit peu mieux que le fonds euro. Donc là, vous prenez 70% de fonds euros et le reste en obligations. Vous allez me dire comment investir en obligations. Est-ce que c'est des ETF obligations? Est-ce que c'est des OPCVM obligations? Est-ce que c'est des fonds datés? On pourra, encore une fois, on en reparlera parce que c'est un sujet qui passionne pas mal de gens en ce moment. Et après, plus l'horizon va être long, donc là 5-8 ans, post-8 ans, plus vous voyez la part du fonds euro va baisser, en faisant place à des produits structurés, à des SCPI. Donc ça, c'est deux choses qui vont aller chercher du rendement. On va en parler après. Donc là, on va être sur des rendements à plus de 5% clairement, et pour les SCPI et pour les STRU. Et la part action aussi, qui va augmenter plus l'horizon de placement va être élevé. Voilà, ça c'était pour répondre. On a eu pas mal de questions là-dessus de manière synthétique, mais encore une fois, n'hésitez pas à appeler notre département de conseil. Ils sont disponibles tout le temps et super compétents en plus. Je laisse la parole à Pierre qui va nous parler de l'immobilier, du marché des SCPI qui est aussi dans une situation inédite. Merci Diane. Donc je suis Pierre Garin, directeur du pôle immobilier chez Lynxea. Tout d'abord, on va tenter de voir ce qui s'est passé en fait ces dernières années, voire ces derniers mois. En fait, sur le marché de l'immobilier, il y a une remontée des taux brutale et surtout très rapide. Ce qui a été inédit sur ce marché, en fait, c'est la rapidité de la remontée des taux. Et en fait, l'immobilier est très lié à au taux. Et donc, comme on peut le voir en fait sur ce graphique, on a essayé de vous illustrer l'écart de taux entre ce qu'on appelle le taux sans risque. En fait, c'est tout simplement l'obligation d'État allemand sur 10 ans et les différents taux des différents secteurs immobiliers. Et en fait, la conséquence, on le voit dès fin 2021 et de l'année 2022, de cette remontée brutale des taux, la première conséquence, c'est qu'il a fallu ce qu'on appelle réajuster la prime de risque. La prime de risque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'écart de rendement entre un taux qu'on considère sans risque, donc là, en l'occurrence, l'obligation d'État, et un taux plus risqué, entre guillemets, c'est ce qui va rémunérer le risque. Et donc, on peut voir qu'en règle générale, on avait des écarts de taux qui pouvaient aller entre 2 et 4 points d'écart entre le taux sans risque et les taux immobiliers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette remontée des taux sans risque, il a fallu réajuster les prix sur l'immobilier, puisqu'en fait, si vous avez les rendements sans risque qui augmentent, que vous voulez augmenter le rendement de votre actif immobilier, en fait, il y a deux moyens de le faire. Soit vous augmentez les loyers, soit vous baissez le prix. Et donc, comme c'est compliqué d'augmenter aussi rapidement les loyers, mais en fait, les vendeurs ont dû ajuster le prix des actifs. Et donc, c'est un peu, si on devait illustrer pour un épargnant classique, en fait, c'est comme quand vous aviez votre livret A qui était à 0,5%, on vous proposait un placement immobilier à 4%, la prime de risque était intéressante. Avec un livret A qui est passé à 3%, là aussi, l'écart de taux n'était pas forcément... si on vous propose un placement un peu plus risqué, mais à 4%, le risque n'était pas forcément bien payé. Donc, c'est ce qui s'est passé sur l'immobilier avec une baisse du coût des actifs pour pouvoir augmenter le rendement de ces actifs. Deuxième conséquence, avec l'augmentation des taux, c'est la hausse du coût de la dette. En fait, l'avantage de l'immobilier, c'est qu'on peut augmenter son investissement grâce à la dette. Et donc, quand vous avez le coût de la dette qui explose, mais forcément, ça impacte parce que vous avez beaucoup d'acheteurs sur le marché immobilier, notamment des institutionnels, qui utilisent ce levier de la dette pour investir. Et donc, quand vous avez des taux qui augmentent là aussi très rapidement, le calcul devient moins intéressant pour les investisseurs. Et donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui investissaient à crédit qui se sont retirés du marché car le coût de la dette rendait les opérations beaucoup moins intéressantes. Et enfin, du coup, les conséquences liées à la dernière conséquence, qui a un lien aussi avec les deux autres qu'on a vues précédemment, c'est du coup la baisse des volumes investis, puisqu'en fait, si vous avez des prix qui baissent et en plus une impossibilité d'emprunter, ce qui fait qu'il y a moins d'acheteurs sur le marché, ce qui fait qu'il y a moins de volume investi. Donc là aussi, ça contribue à faire baisser les prix, puisque si vous avez moins d'acheteurs, forcément, les vendeurs sont pas en position de force, et donc ça contribue, tout ça a contribué à une baisse des prix. Donc là, on peut voir justement l'évolution des prix immobiliers en Europe. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, dans un contexte de taux bas,
en fait, vous avez deux leviers qui font la performance d'un actif immobilier. C'est l'effet de taux, c'est ce qu'on a vu précédemment, donc avec cette fameuse prime de risque. Quand vous avez des taux extrêmement bas, et bien forcément, cet effet de taux, cette prime de risque fait que ça contribue à la valeur de votre bien immobilier. Et vous avez l'effet loyer, puisque n'oublions pas, l'immobilier, c'est avant tout et également un produit de rente. Et donc, vous aviez ces deux facteurs qui faisaient la performance d'un actif immobilier. Et dans un contexte de taux bas, c'était plutôt l'effet taux qui prenait le dessus sur l'effet loyer. On avait en fait le fait d'avoir des taux très bas, on avait une augmentation des valeurs immobilières qui augmentait année après année. Donc on avait une courbe très linéaire là-dessus. Et du coup, en conséquent, on avait une baisse des rendements, une légère érosion des rendements, voire une stagnation liée justement à cette augmentation des prix qui faisait que les loyers avaient tendance à s'éroder. Avec cette baisse des taux, on assiste à une inversion des courbes, en fait, puisque justement l'effet taux en fait a été négatif même sur 2022 et une bonne partie de l'année 2023. En revanche, ce sont les loyers qui ont continué à tirer la performance de ces actifs. Et donc, on pense que l'atterrissage, comme le disait Xavier, d'après la dernière communication de la BCE, on est censé arriver à la dernière hausse des taux, ce qui signifie que la stabilisation de ces taux, même à un niveau relativement élevé, va permettre également de stabiliser le prix des actifs, ce qui fait qu'on aura un effet taux avec des taux élevés qui sera très minoritaire. En revanche, ce sont plutôt les loyers qui vont tirer la performance vers le haut, puisque notamment les loyers étant en partie indexés sur l'inflation, ça va permettre, c'est essentiellement les loyers qui vont tirer la performance. Et donc, comme je le disais, on a une inversion des courbes avec une courbe des valeurs qui a eu tendance à baisser. Et en revanche, à l'inverse, des loyers qui ont tendance à augmenter, avec notamment lié à la baisse des prix. Maintenant, si on fait un focus plus particulièrement sur le marché des SCPI en 2023, alors tout d'abord, en 2023, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, étant donné que l'AMF s'est aperçu que la hausse très rapide des taux pouvait avoir une incidence sur les fonds immobiliers, l'AMF a demandé en milieu d'année à toutes les sociétés de gestion immobilière d'effectuer une expertise en cours d'année des biens qu'elles avaient en portefeuille, alors que normalement, une SCPI est tenue d'effectuer ces expertises une fois par an en fin d'année, au 31 décembre. Donc, ça donne lieu à ce qu'on appelle justement un petit rappel là-dessus, à une valeur de reconstitution. Ça permet de fixer la valeur de reconstitution d'une SCPI. La valeur de reconstitution, qu'est-ce que c'est? C'est suite justement à ces expertises, la valeur de ces actifs, en fait, donne lieu à cette valeur. C'est-à-dire que si demain, on devait dissoudre la SCPI et qu'on devait reconstituer une nouvelle SCPI avec exactement les mêmes actifs, ça serait le prix réel de la part. Et donc, cette valeur de reconstitution, elle est encadrée par l'AMF, qui impose aux sociétés de gestion un écart maximum de 10% entre le prix de part de la SCPI et cette fameuse de valeur de reconstitution. Ce qui est un bon étalon aussi en tant qu'investisseur pour savoir quand vous investissez dans une SCPI, si cette SCPI, elle a justement un potentiel de revalorisation ou au contraire, si la tendance est plutôt à une baisse de valeur de part, c'est justement cette valeur de reconstitution. Si vous avez une valeur de reconstitution qui est supérieure au prix de part, ça signifie en quelque sorte que vous achetez votre SCPI dans de très bonnes conditions puisqu'elle est plutôt décotée et donc que potentiellement le prix peut se revaloriser dans le futur. À l'inverse, quand vous avez une valeur de reconstitution qui est inférieure au prix de part, là, c'est plutôt pas bon signe puisque ça signifie que le prix de la part est légèrement surcoté. Et donc, il peut y avoir, si la baisse des expertises se confirme, dans le futur, une baisse de valeur de part. Donc, depuis le début de l'année, on a une 15 SCPI, précisément à ce jour, qui ont annoncé une baisse du prix de part. Donc, si on fait un focus sur ces SCPI en question, on peut voir qu'à quelques rares exceptions près, ce sont des SCPI qui ont des caractéristiques très similaires. Ce sont des SCPI qui étaient peu diversifiés, qui étaient majoritairement investis sur des actifs de bureau, plutôt des actifs de grande taille, et bien souvent avec une grosse part d'investissement qui était située en Île-de-France. Donc, il faut savoir que le marché immobilier, il est différent selon les actifs, selon les zones géographiques, et le marché du bureau en Île-de-France
est un des marchés qui a le plus souffert. Donc, ce qui explique la baisse des valeurs de part. Il faut savoir que c'était aussi un marché ces dernières années qui avait aussi énormément augmenté. Donc, il y a eu un réajustement au niveau de ses prix. Enfin, c'était des SCPI qui étaient plutôt dans une fourchette de distribution, plutôt dans la moyenne basse du marché. Et donc, forcément, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec cette fameuse prise de risque, prime de risque. Quand vous avez des SCPI qui vous rapportent entre 4 et 4,5% et que vous avez un livret à 3%, ou même d'autres supports d'épargne qui vous rapportent plus, ben forcément, c'est des SCPI qui ont moins collecté. Et donc, forcément, ben, la collecte, elle sert aussi à investir et donc à créer la performance de demain. Donc, ce qu'on peut voir également, c'est que justement, sur ces SCPI-là qui avaient une stratégie plutôt prudente, qui avaient plutôt fait le choix d'investir sur des actifs bureaux parisiens, Île-de-France, avec des taux de rendement qui étaient plutôt dans la moyenne basse, 3 à 4%, parce que justement, on considérait à l'époque que c'était des actifs dans l'immobilier qui étaient très peu risqués. Et bien justement, c'est ces actifs-là en priorité qui ont été touchés par la remontée des taux, puisque quand vous avez une obligation d'État qui vous rapporte 4%, votre immeuble de bureau en région parisienne qui vous rapporte du 3%, ben forcément, c'est lui qui est le premier impacté par la baisse des valeurs. Et donc, ce qu'on peut voir également apparaître sur ce marché, c'est qu'on commence aussi à avoir un sujet de liquidité sur certaines de ces SCPI, justement, puisqu'il y a aussi certains institutionnels qui se sont retirés du marché immobilier et notamment du marché de la SCPI, ce qui a entraîné sur certaines SCPI, justement, des départs en attente de retrait. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, plutôt négative du marché. En revanche, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a aussi des choses positives sur le marché. C'est que depuis le début de l'année, malgré un contexte très délicat, on peut voir qu'il y a quand même 8 SCPI qui ont augmenté leur prix de part. Alors, dans des proportions plus faibles que les dévalorisations qui ont eu lieu, mais néanmoins, ça veut dire que tous les gérants ne sont pas logés à la même enseigne et qu'il y a beaucoup de SCPI sur le marché, beaucoup de secteurs d'investissement différents dans l'immobilier. Et donc, on peut voir qu'il y a des SCPI quand même qui s'en sortent positivement. Et ce qui est important aussi à signaler, c'est qu'on parle beaucoup de la baisse des valeurs. En revanche, les loyers ne sont pas impactés. C'est-à-dire que la SCPI, quand vous investissez en SCPI, vous investissez, c'est avant tout un produit de rente. La revalorisation, en effet, c'est la cerise sur le gâteau, mais la SCPI, ça a été créé avant tout pour verser des loyers aux épargnants. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que les loyers se maintiennent. On peut même voir que sur les données du premier semestre sont sorties, donc les données de la SPIM, et on peut voir que les loyers sont même en progression par rapport à l'an dernier, puisqu'on note qu'il y a une légère hausse de un peu plus de 2,5% entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023. Et donc, même les SCPI qui ont été concernés par des baisses de prix de part ont été rassurantes sur ce point-là, c'est-à-dire qu'à ce jour, les loyers ne sont pas impactés. Et au contraire, on considère que les loyers, comme on le disait précédemment, sont plutôt dans une tendance haussière. Dernier point sur ce marché, on a parlé des SCPI qui s'en étaient pas très bien tirés sur la baisse des valeurs de part. En revanche, dans toute crise, il y a des opportunités. Et le marché, pour nous, aujourd'hui, il est très favorable pour les jeunes SCPI, puisqu'en fait, aujourd'hui, la particularité de ces SCPI, c'est qu'en fait, elles ne sont pas impactées par la baisse des valeurs, puisqu'elles n'ont pas de stock, elles n'ont pas de patrimoine existant. Et justement, elles peuvent se constituer leur parc immobilier sur un point d'entrée qui est historiquement bas. Donc, ce qui signifie que vous avez des niveaux de rendement qui sont supérieurs à ce qu'on trouvait il y a 1 ou 2 ans. Et justement, quand le marché va remonter, on considère que c'est ces SCPI-là qui seront le mieux armés pour générer de la performance. Sur la slide suivante, justement, si on regarde les perspectives attendues, parce que ça aussi, c'est important de regarder ce qui va arriver en 2024, on peut voir qu'en fait, comme on le disait, étant donné qu'on est arrivé sur un plafond, on pense être arrivé à un plafond concernant la hausse des taux, le rebond sur l'immobilier est attendu dès 2024. Et alors, de manière différente selon les secteurs d'activité, mais ce qu'on peut voir, c'est que tous les secteurs sont concernés par une reprise des rendements dès 2024. On peut voir en fait que voilà, sur 2022 et 2023, il y a un effet négatif sur la plupart des secteurs immobiliers. Alors pourquoi l'hôtellerie et le commerce s'en sortent mieux sur 2022 et 2023 ? C'est pas que ce secteur-là n'a pas baissé, c'est qu'en fait elles avaient baissé avant au moment du Covid, et donc le rebond a eu lieu plus rapidement pour ces SCPI-là. Je pense notamment à l'hôtellerie, qui une des classes d'actifs qui a très bien rebondi et avec des très belles perspectives. Et donc
Ce qui est rassurant, c'est qu'on peut voir qu'en effet, on pense, le bilan à tirer de tout ça, c'est qu'on pense que le plus dur est passé, le plus gros de la baisse a eu lieu. À court terme, on ne voit pas a priori de nouvelles SCPI qui pourraient annoncer bientôt de nouvelles baisses de prix de part en ce qui concerne les SCPI. Et donc on pense que voilà, il faut rester prudent parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a encore des nouvelles expertises qui auront lieu en fin d'année. Mais globalement, ce que les gérants nous disent, c'est que normalement, on a pu le voir, étant donné que la hausse des taux est sur la fin, le plus dur théoriquement sur ce marché-là est passé et on espère un rebond dès l'année prochaine. On a des questions, Pierre, dans le chat. C'est que faire, par exemple, une question de Christine. Si on détient des SCPI qui sont peu performantes, on a payé des frais d'entrée. Est-ce que toi, ton conseil, ça serait d'attendre, d'arbitrer quand même? Si on est au sein d'une assurance vie, parce qu'encore une fois, les SCPI, en tout cas chez Lynxea, on peut les acheter soit au sein de son assurance vie, soit hors assurance vie, et à ce moment-là, on peut utiliser le crédit. Alors, la question peut aussi se poser en direct, d'ailleurs. La question à se poser, en fait, c'est compliqué de répondre comme ça parce qu'en fait, ça nécessite un bilan personnel parce que ça dépend quand est-ce que vous avez acheté vos SCPI, ça dépend si vous avez déjà amorti vos frais de souscription. Ça dépend aussi sur quel SCPI vous êtes investi. Comme je le disais, en ce qui concerne la baisse, a priori, à court terme, il ne devrait pas y avoir de grosses baisses à venir, même si je parle au conditionnel parce qu'on ne sait jamais, mais globalement, on pense que les plus grosses baisses ont eu lieu. Après, si vous voulez arbitrer et en effet que vous ne voulez pas repayer des frais, sachez qu'il existe aussi des SCPI aujourd'hui sans frais de souscription qui vous permettent justement de sortir de votre SCPI pour entrer dans de nouvelles SCPI sans avoir à repayer des frais de souscription. Alors là aussi, il y a quand même une durée recommandée même sur ces véhicules qui est à minima de 5 à 8 ans parce que vous avez sinon des pénalités de sortie. Mais globalement, aujourd'hui, sachez qu'il existe de jeunes SCPI qui n'ont pas de frais de souscription qui vous permettent d'arbitrer éventuellement sans avoir à repayer des frais. Vous avez notamment en assurance vie Remake Live et vous en avez d'autres en direct. Remake également. Vous avez UPK qui est actuellement en opération associé sponsor. Donc, il y a des possibilités en SCPI de pouvoir arbitrer sans avoir à repayer des frais. Super, il y avait d'autres éventuellement questions en SCPI sur la slide. Qu'est-ce qui vous fait penser que l'effet taux aura un impact positif sur les valeurs vénales des prix de l'immobilier à partir de 2024 ? En fait, l'effet taux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le marché, en fait, sur l'immobilier, il a besoin de visibilité. Et aujourd'hui, ce qui est rassurant, c'est que théoriquement, même si on devait s'arrêter sur un point haut, au moins ça permet de fixer les prix. En fait, cet élément en fait négatif de taux qui a entraîné des baisses d'immobilier, c'est qu'en fait on avait une succession rapide d'augmentation de taux, ce qui fait que votre actif, à chaque expertise, il était dévalué parce qu'on avait à nouveau une remontée des taux qui entraînait une baisse des prix. Là, en fait, l'avantage c'est que même si on reste sur un point haut, en fait a priori, il n'y a pas de baisse à venir à court terme, mais l'avantage, c'est qu'au moins, il y a une visibilité pour l'investisseur. Vous savez que vous avez un taux sans risque aujourd'hui qui se situe autour de 4%. Vous fixez votre prime de risque, ça va dépendre des investisseurs et des secteurs investis en immobilier, mais globalement, voilà, aujourd'hui, on achète à des niveaux, les sociétés de gestion achètent à des niveaux de rendement qui sont compris entre 6 et plus, ça peut même aller jusqu'à 10% de rendement. Donc, justement, le fait de ne plus avoir d'augmentation de taux, ça permet de fixer les prix. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une remontée des prix immédiate, mais en tout cas, que la baisse va s'arrêter et qu'on va pouvoir, comme je le rappelais, il va y avoir un effet loyer qui est non négligeable en immobilier avec des loyers qui sont aujourd'hui historiquement élevés par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années. Oui, donc, peut-être un trimestre où il faut en fait acheter de l'immobilier avant une stabilisation, voire une hausse. Là, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je disais. Ceux qui font les meilleures affaires aujourd'hui, c'est les jeunes SCPI, parce que justement, elles profitent d'un point d'entrée qui est historiquement bas pour acheter à des niveaux de rendement qui ont rarement été vus auparavant. Et donc, aujourd'hui, on le verra en fin d'année quand les taux de rendement seront annoncés. Mais on pense qu'en fin d'année, il y aura beaucoup d'SCPI, en tout cas parmi les jeunes SCPI, qui se situeront à des niveaux de rendement à 6 voire 7%. Ce qui était beaucoup plus rare auparavant. D'accord. Et en jeune SCPI, est-ce que tu as des conseils à part Remake? Alors, on a parlé de Remake. On a parlé de Remake, mais en fait, nous, ce qu'on conseille aujourd'hui, vu le contexte de marché qui est encore incertain, c'est d'aller plutôt sur des fonds diversifiés
parce qu'on l'a vu, mais la plupart des SCPI qui ont baissé leur prix de part, elles ont aussi subi le fait qu'elles n'étaient pas assez diversifiées. Donc aujourd'hui, si on devait citer quelques SCPI diversifiés, vous avez Cœur d'Europe par exemple qui fonctionne très bien, qui est diversifié sur l'Europe. Vous avez Sofidy Europe Invest, vous avez Cœur de Région. Voilà, aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a beaucoup d'SCPI en tout cas qui sont performantes et qui profitent de ce contexte immobilier là. Ok, avec une opportunité sur UPK, une nouvelle SCPI. Que l'on peut acheter avec une décote de 5%, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. On parlait des nouvelles SCPI, justement, qui ont la particularité de ne pas avoir de frais de souscription. Justement, actuellement, il y a une opportunité sur une SCPI sans frais de souscription qui se lance actuellement, qui s'appelle UPK. Et la particularité, c'est que vous pouvez rentrer avec une décote de 5%, ce qui signifie que quand vous n'avez pas de frais de souscription, ben, vous êtes immédiatement en plus-value de 5%. Donc, ce qui permet, alors si on est optimiste, de profiter d'une plus-value de 5%, et si on va le vers à moitié vide, de se dire qu'en cas de baisse des marchés à nouveau, ben, vous avez un matelas de sécurité de 5% qui permet de protéger votre capital. Super, merci Pierre. Je regarde si on a des questions. Là, je pense qu'on a vu tout ça. On va passer aux produits structurés avec Pierre Lem. Donc, bonjour à tous, donc Pierre Lem, je suis responsable des relations investisseurs au sein d'Irbis Finance et Irbis Solutions, donc qui est l'équipe en charge de la construction des produits structurés pour la plateforme Lynxea. On va le voir donc suite à l'analyse de Xavier. Donc on est dans une situation où effectivement il y a de l'incertitude au niveau des marchés actions. On a des taux qui sont à des niveaux très élevés et qui devraient le rester pour un petit moment. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement dans cet environnement-là, de nombreux investisseurs se tournent vers les produits structurés. Et l'idée, c'est justement de vous expliquer pourquoi. On peut passer à la slide suivante. Alors, d'abord, la première raison, c'est que les produits structurés permettent de profiter des rendements élevés qu'on peut trouver sur les marchés financiers, notamment les marchés actions, mais en limitant le risque avec des mécanismes de protection, certains mécanismes de garantie qui vous permettent d'avoir des garde-fous par rapport à votre investissement. La deuxième chose, c'est la visibilité, parce qu'on a des règles du jeu qui sont précises, un cadre d'investissement qui est contractuel, c'est-à-dire que l'investisseur qui rentre dans un produit structuré, c'est ce qui va se passer dans absolument tous les scénarios futurs de marché. Donc, on connaît le rendement possible, les pertes possibles, et donc a une parfaite visibilité sur son investissement. Et la dernière chose qu'il est important de souligner, c'est que ce sont des produits qui proposent des conditions vraiment intéressantes, justement dans un cadre de contexte de taux élevé, ce qui est justement le cas aujourd'hui. Alors, voici les différents paramètres de marché qui sont définis donc, en amont. Au moment de l'investissement, vous avez la parfaite maîtrise de ces différents paramètres. Donc, on va avoir en premier lieu, évidemment, la durée, en général qui va de 1 à 10 ans, puisque ce sont des produits qui proposent des fenêtres de sortie anticipées. On va avoir le moteur de performance, donc c'est un grand mot, mais pour dire finalement sur quel marché financier je vais investir, quel indice je vais utiliser, donc avec souvent un environnement géographique ou sectoriel. On va avoir enfin le risque encouru. Concrètement, quel niveau de protection mon produit va m'apporter. Et évidemment, la variable d'ajustement à tout ça, ça va être le potentiel de gain. Plus la structure et plus la formule va être protectrice, moins le gain va être important et inversement. Donc, c'est vraiment la variable qui permet de calibrer le reste du produit structuré. Alors, on va comparer ici un investissement en direct sur les marchés actions, donc où il y a un fonds ou il y a une action, et un produit structuré. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi, justement, dans une situation d'incertitude comme on connaît maintenant, ces produits peuvent être intéressants. Donc à gauche, vous le voyez, sur la partie droite du graphique, on aura donc le potentiel de gain et sur la partie gauche, le potentiel de perte. Donc quand on achète une action, on profite de l'intégralité de la hausse, mais également l'intégralité de la perte. Donc c'est ce qu'on appelle un investissement très directionnel, sans garde-fou, qui permet de profiter à plein de la hausse, mais également de prendre un risque assez important en cas de baisse du marché. Et on va comparer ça donc aux produits structurés, où finalement le fonctionnement est globalement toujours le même sur ces produits. On va avoir un mécanisme de plafonnement des gains, donc concrètement le gain va être limité à un certain niveau, et en échange de cela, évidemment, on va avoir un mécanisme de protection qui va protéger l'investisseur contre une baisse d'un certain montant sur les marchés financiers. Donc ça permet d'avoir un peu le meilleur des deux
deux mondes entre une obligation et le marché action, avec un investissement, avec un rendement qui est connu à l'avance, qui effectivement est fixé au départ de la transaction. Et en échange de cela, vous allez avoir un profil et un ratio rendement-risque un peu différent par rapport au marché action, avec justement ce mécanisme de protection contre un certain niveau de baisse de l'indice ou de l'action qu'on va utiliser en tant que sous-jacent. Alors vous le voyez, ces produits structurés effectivement sont commercialisés chez Lynxea depuis de nombreuses années, et on voulait souligner effectivement qu'on a une expertise toute particulière chez Lynxea, avec un historique de performance qui est intéressant à analyser. Donc ça fait plus de 15 ans que Lynxea commercialise ces produits. Vous savez qu'on a des fenêtres de sortie anticipées. Globalement, plus le produit est court, c'est-à-dire plus le produit s'est bien comporté. Donc vous le voyez, ces produits globalement sur l'historique de tous les produits qui ont été commercialisés chez Lynxea, donc il y en a 44 en tout, on a une moyenne de maturité de 2,19 années. Donc globalement, le mécanisme de rappel anticipé est un mécanisme qui est bien calibré chez Lynxea et qui fonctionne très bien. Sur les 44 produits proposés, on va avoir 40 produits qui ont déjà été remboursés, et donc on va avoir sur l'intégralité des produits qui ont été commercialisés 100% des produits qui ont remboursé à minima le capital initial, donc pas de perte sur l'historique de Lynxea. Et ensuite, le rendement, donc vous le savez, c'est un des paramètres qui est évidemment important. Quand on achète un produit structuré, le but, c'est d'avoir un rendement qui est tout de même important. On rentre sur les marchés financiers, les marchés actions, et vous voyez, le rendement est plutôt au rendez-vous quand on regarde l'historique, avec un rendement moyen de 9,28 sur l'ensemble de la gamme Exigence qui est commercialisée depuis une quinzaine d'années chez Lynxea. Ensuite, on va basculer donc au produit qui est actuellement commercialisé. Rien de mieux qu'un bon exemple pour illustrer finalement cette classe d'actifs. Donc le produit qui est commercialisé, c'est Exigence 19. Donc il propose un rendement conditionnel de 10% avec des fenêtres de rappel anticipées qui vont être semestrielles, une protection de la rentabilité à maturité, c'est-à-dire que même en cas de baisse jusqu'à 30%, on va bénéficier du rendement de 10% par an, une protection du capital jusqu'à moins 50%. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais précédemment. Si l'indice sous-jacent, on va y revenir, baisse de moins 45%, vous n'êtes pas impacté par cette baisse, contrairement à un investissement en direct dans l'indice, ou en tout cas les actions qui le composent. Donc l'émetteur de cette solution, c'est BNP Paribas, et on a un indice ici qui est assez intéressant si on fait le parallèle avec ce que nous a expliqué Xavier. C'est un indice qui est composé de 20 actions européennes et 20 actions américaines, donc toujours parmi les grosses capitalisations, donc plutôt des entreprises de très bonne qualité. L'objectif ici, c'est justement d'apporter une diversification en termes géographiques évidemment, et également de profiter potentiellement du rebond justement qui peut être un petit peu plus rapide en sortie de récession, ou si on évite la récession, donc on l'a constaté historiquement notamment aux États-Unis, et d'avoir le meilleur des deux mondes finalement entre l'Europe et les États-Unis, et d'avoir un indice qui devrait performer, en tout cas on l'espère, pour permettre de débloquer justement ce rendement de 10% par an. Il y a des questions et souvent elles reviennent, c'est sur les sous-jacents qui ont un decrement. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, effectivement, on peut rentrer dans le détail. Alors, c'est souvent un petit peu technique, mais globalement, la philosophie de ce decrement, c'est qu'on va retirer de la performance de l'indice 50 points d'indice et réinvestir les dividendes réellement payés par les actions qui composent l'indice. Globalement, ça permet de faciliter la couverture de ces produits du côté des émetteurs bancaires qui proposent ces produits, et justement d'avoir des conditions qui sont plus bénéfiques, c'est-à-dire un rendement plus important, une structure plus protectrice, tout en facilitant le travail de ces émetteurs, et d'avoir justement des structures qui sont finalement plus attractives. D'accord. Et il y avait une question aussi de Sylviane qui disait que on peut voir dans son espace client Lynxea des produits Exigence en baisse, mais ce n'est pas pour autant qu'en fait on va pas avoir tous les coupons
mémoriser quand l'indice arrive à zéro? Effectivement, on l'a vu sur l'historique, hein, on a encore quelques produits en cours de vie, mais qui ont été lancés voilà, dans les années précédentes, voire les mois précédents. Et effectivement, ces produits, ce qui est important de souligner, c'est qu'ils ont une valorisation quotidienne. Vous n'êtes pas coincé, vous pouvez sortir aux valeurs de marché. Alors évidemment, il y a une formule qui finalement est là pour justement vous protéger et délivrer de la performance. Et effectivement, dans la plupart des cas, les coupons qui sont potentiellement ratés, puisque le marché est en baisse et n'est pas stable ou en hausse, ces coupons sont mis en mémoire et sont versés une fois que le rappel anticipé arrive, ou également à maturité, notamment dans le cas d'Exigence 19, jusqu'à une baisse de moins 30%. C'est-à-dire que globalement, ces rendements, ils sont mis en mémoire, ils ne sont pas perdus à une date donnée. Et là, on voit sur ce slide un risque de 7/7 qui peut paraître étonnant, étant donné que les produits structurés, c'est quand même moins risqué qu'une action. Comment tu expliques cette notation? Oui, effectivement. Alors, évidemment, on a des garde-fous, on a des systèmes de protection, mais on reste sur des produits qui ont un potentiel de perte en capital potentiel de 100%, qui proposent des rendements tout de même élevés. Donc, effectivement, on l'a vu dans les allocations au départ, ça reste un produit de diversification pour aller justement chercher des rendements qui permettent de battre l'inflation de manière très correcte. Et effectivement, ce sont des produits qui restent des produits risqués avec un risque en capital. Donc, on a en général des niveaux de risque, voilà, entre 5, 6, 7 en fonction des produits. Et donc, effectivement, voilà, ça reste un investissement en action avec un SRI qui est en ligne. Très bien. Sachant qu'une SCPI, on va être sur des indices de risque autour de On va être en moyenne à 3 sur 7. À 3, voilà, autour de 3. Donc, c'est différent. Très bien. Effectivement, et donc juste pour finir rapidement, donc le produit Exigence 19 et la gamme Exigence, vous pouvez globalement la retrouver dans tous les contrats Lynxea, donc ça soit chez Spirica, Generali ou sur Avenir, et dans les contrats donc PER ou Assurance Vie. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très utilisé et qui peut être notamment assez intelligent dans le cadre d'un PER, parce qu'on est sur des investissements assez long terme et donc sur des produits qui potentiellement peuvent durer assez longtemps. On a des durées maximum de 10 ans, même si on l'a vu, on va rarement au bout des 10 ans. Donc effectivement, dans ces contrats-là, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant par simple versement libre ou en arbitrage, et donc jusqu'à une date butoir du 26 septembre 2023 pour Exigence 19. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on peut prendre assez rapidement? Quand le produit structuré est rappelé, que se passe-t-il? Alors effectivement, quand le produit structuré est rappelé par anticipation, globalement, vous allez récupérer votre investissement initial, donc de 100%, ainsi que le rendement proposé, donc en l'occurrence, dans le cadre d'Exigence 19, un rendement de 10%. Et en fonction des assureurs, donc la somme qui vous est restituée, majorée, va tomber donc ou sur le fonds en euros ou sur un fonds monétaire. Et donc effectivement derrière, elle va pouvoir être réinvestie ou dans un nouveau produit structuré. On constate forcément que de nombreux investisseurs qui sont rappelés par anticipation réinvestissent dans un nouveau produit de la gamme Exigence, ou alors sur d'autres marchés comme le marché obligataire, le marché action en direct ou les SCPI selon vos envies et votre profil. Très bien, merci Pierre. On va voir si on prend une ou deux autres questions. Alors, au vu du niveau élevé du CAC ou des indices européens, n'est-il pas risqué d'investir sur des produits structurés? Alors, effectivement, le marché est globalement élevé avec de l'incertitude, mais justement, c'est pour ça que de nombreux investisseurs se tournent vers ces produits-là, parce que quand on souhaite investir dans les marchés actions et que justement, on trouve que le marché peut être potentiellement sur un plus haut. Alors évidemment, on n'a pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous dire que le marché est haut. Si dans l'année à venir, on continue à faire plus de 20%, on dira pas forcément que le marché était haut à ce moment-là. Mais dans ce cadre-là, effectivement, il vaut mieux justement se tourner vers des produits structurés qui vont être accompagnés de garde-fous, être accompagnés de protection, plutôt qu'un investissement en direct sur les marchés actions. Investir en SCPI, je pense qu'on a répondu à la question. ETF Monde en septembre 2023, où vaut-il mieux attendre?
sur un horizon long terme 10-15 ans? La première réponse à cela, c'est de pouvoir rentrer en plusieurs fois. Hein, on parle d'incertitude qui peut offrir les incertitudes offrent toujours des opportunités. Donc, si vous avez un horizon d'investissement de 10 à 15 ans, vous pouvez déjà commencer à mettre de l'ETF Monde en se disant, voilà, la chose importante que je vous expliquais au départ, c'était de dire qu'on est dans un changement de paradigme du côté des taux, puisqu'on est à la fin de cette restriction monétaire qui a été enclenchée par les banques centrales depuis plusieurs semestres maintenant, et que ça va offrir de la visibilité que les entreprises n'avaient plus pour lancer leur processus d'investissement notamment, etc. Et puis on peut considérer que le mal est fait sur l'économie mondiale et qu'une stabilisation, on peut peut-être se dire que on est sur un point bas et que les choses pourraient repartir. Donc, la réponse serait oui, vous pouvez commencer à investir sur un ETF Monde aujourd'hui compte tenu de votre horizon d'investissement. Voilà, peut-être qu'on va terminer ici pile à l'heure. Merci beaucoup pour votre attention. On va avoir un prochain webinaire autour du PER et de la retraite parce que ça va commencer à être la saison de la défiscalisation. Merci beaucoup pour votre participation. Il y aura un lien de replay que je vous invite à partager autour de vous si vous avez trouvé ça intéressant. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci merci à tous.